Bonjour à tous et bienvenue sur cette version audio de la lettre mensuelle du syndicat de la fonction publique de mars 2023. Ce mois-ci, nous allons évoquer les conséquences de la constante dégradation des conditions de travail des agents publics dans notre administration. C'est cette dégradation qui nous amène à évoquer aujourd'hui la loi relative aux lanceurs d'alerte. Cette loi, malheureusement, nos responsables administratifs et politiques ne semblent pas en connaître les contours et surtout ne pas nécessairement en apprécier la teneur. Pour autant, cette loi est destinée à produire des effets vertueux. En premier lieu, il convient de noter que cette loi n'est pas une loi locale. Elle n'a pas été mise en place à l'initiative du gouvernement Fritsch ou d'un gouvernement précédent. L'initiative de cette loi, c'est le gouvernement central. Elle a été votée au Parlement national. Alors pourquoi le gouvernement a voulu mettre en place cette loi? C'est parce qu'en fait, le gouvernement central s'est aperçu que malgré le caractère extrêmement sophistiqué des procédures de contrôle et de vérification destinées à s'assurer que les entreprises privées ou même en interne les fonctionnaires respectaient leurs obligations légales et déontologiques, eh bien, en réalité, les procédures étaient contournées. Alors c'est Michel Sapin qui a décidé de proposer cette loi et l'a fait voter en 1993, qui était destinée à lutter contre la corruption. Cette loi portera d'ailleurs son nom, c'est la loi Sapin. À nouveau, M. Sapin est nommé ministre de l'économie et des finances sous la mandature de François Hollande plus récemment. Il fait alors voter en décembre 2016 la loi dite Sapin 2. Celle-ci visait à lutter plus efficacement contre la corruption, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêts, le détournement de fonds publics et privés ainsi que le blanchiment d'argent. C'est cette loi qui a introduit alors le concept de lanceur d'alerte. En mars 2022, ce dispositif législatif a été renforcé pour mieux protéger les lanceurs d'alerte. C'est la loi 2022-401 du 21 mars 2022. L'alinéa B de l'article 5 de cette loi est venu préciser que, je cite, « les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l'autorité judiciaire dans le cas où les personnes chargées du recueil et du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celles-ci. Le lanceur d'alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Enfin, l'article 9 de cette même loi est venu renforcer cette protection en indiquant que les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement. Le fait de divulguer ces éléments confidentiels est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Nous venons de voir ce que dit le texte. Maintenant, il convient de comprendre ce qu'est vraiment un lanceur d'alerte et ce qu'il n'est pas. Alors un lanceur d'alerte, c'est une personne qui a connaissance d'une violation flagrante de la loi par une entreprise ou une administration pour laquelle il travaille ou avec laquelle il travaille et qui décide de révéler ce qu'il sait aux autorités compétentes. La plupart des lanceurs d'alerte interviennent pour dénoncer leur hiérarchie qui détourne de l'argent, fraude à la fiscalité, fraude aux déclarations sociales, perçoivent des aides auxquelles elles n'ont pas le droit, etc. Pour autant, la loi ne définit pas de spectre d'intervention spécifique et ainsi toute illégalité grave peut faire l'objet d'un signalement. De la même façon, cette loi ne se limite pas à la sphère de l'entreprise privée. Ainsi, des faits survenus dans l'administration peuvent eux-mêmes donner lieu à des alertes. D'une certaine mesure, un lanceur d'alerte n'est rien d'autre qu'un citoyen éveillé, un citoyen conscient de ce qui est mal et de ce qui est bien pour la communauté, de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Ce qui différencie le lanceur d'alerte d'un simple délateur, c'est qu'en général le délateur agit par vengeance, par intérêt, c'est-à-dire dans l'espoir de tirer profit de sa délation. Alors que le lanceur d'alerte n'est quant à lui motivé que par une seule chose,
le respect de la loi par tous, quel que soit son statut, la protection du principe d'égalité inscrit dans notre Constitution et qui est un des principes fondateurs également du fonctionnement de toute administration. Il se comporte dès lors comme une sorte de chevalier blanc qui ne tire aucun profit de son alerte et des possibles condamnations qui viendraient à s'en suivre. Il sait par avance qu'il s'expose à d'éventuelles difficultés car, bien évidemment, les personnes mises en cause, en situation de pouvoir, chercheront l'origine de la suite et entameront des procédures de représailles. Un vrai lanceur d'alerte ne propage pas de rumeurs. Il étaye ses affirmations par des preuves accablantes, produites sous la forme de documents écrits, des enregistrements sonores, vidéos, photos, et ainsi il ne répercute pas de simples bruits de couloir ou des on-dit qui ne constitueront en rien des alertes. Alors comment donne-t-on l'alerte? L'alerte, c'est beaucoup de documents et c'est une grosse phase préparatoire. Elle commence par la constitution d'un dossier très détaillé dans lequel sont nommées les personnes qui contreviennent à la loi et qui décrit ce qu'elles font d'illégal. Les affirmations sont appuyées par des éléments solides auxquels l'agent a pu avoir accès ou dont il a été témoin. Ces éléments sont alors versés au dossier. Le simple fait d'envisager la possibilité d'un acte illégal est susceptible d'entraîner une alerte. Ainsi, lorsqu'on est sollicité par un supérieur hiérarchique ou un ministre, l'examen d'une démarche potentiellement illégale, comme monter un dossier juste à dessein de favoriser tel ou tel entrepreneur, l'alerte peut être lancée. Le lanceur d'alerte agit donc dans un premier temps de manière très discrète et souvent très solitaire afin de constituer et de rassembler l'ensemble des éléments qui vont être utiles à son dossier. Lorsque celui-ci est suffisamment robuste, il doit alors le présenter aux autorités compétentes, c'est-à-dire celles en mesure d'effectuer le contrôle et éventuellement d'appliquer des sanctions. En toute rigueur, toute entreprise privée au-delà d'un certain seuil d'employés, les administrations communales et, bien entendu, pour ce qui nous concerne, celles du pays, devraient avoir mis en place une procédure de gestion des signalements opérés par le biais des lanceurs d'alerte. Mais ce n'est pas le cas pour ce qui nous concerne. Alors, en son absence, ce sont les syndicats qui jouent un rôle d'intermédiaire. La loi parle de facilitateur. Le facilitateur, le syndicat, a vocation à accompagner les personnes lanceurs d'alerte qui veulent rendre plus vertueux le fonctionnement de notre administration et plus globalement de notre société. Pour cela, les organisations syndicales doivent normalement aider les lanceurs d'alerte à constituer leur dossier et contribuer à leur protection. Lorsque l'alerte est lancée, l'administration a alors l'obligation de lancer une enquête approfondie pour vérifier la véracité des informations qui ont été transmises. Lors de cette enquête, conformément à la loi, l'administration a l'obligation de protéger l'anonymat de sa source et des personnes citées. Dans un territoire aussi petit que le nôtre, il est vrai qu'il n'est pas évident d'être un lanceur d'alerte. À Tahiti, tout ou presque finit par se savoir. Chacun sait que l'anonymat peine à être respecté, et il existe même presque un plaisir à divulguer ce qui devrait pourtant rester secret. Cette situation refroidit donc bien des lanceurs d'alerte potentiels. Pour autant, comme nous l'avons déjà exposé dans notre lettre mensuelle de janvier 2023, des personnes courageuses ont déjà sonné l'alerte sur des faits graves qui se sont déroulés dans notre administration. Notre syndicat est même partie prenante dans l'un de ces dossiers qui concerne des faits particulièrement graves survenus dans les îles. Nous étudions d'ailleurs la possibilité d'entamer des poursuites contre la personne qui n'a pas respecté l'anonymat du lanceur d'alerte. La loi est désormais suffisamment claire sur ce sujet, comme nous l'avons évoqué précédemment. Nombreuses sont les infractions qui peuvent conduire au lancement d'une alerte. Cependant, gardez à l'esprit qu'un différend personnel qui ne vous concerne que vous et quelqu'un d'autre ne peut conduire à une alerte. L'alerte doit concerner un problème collectif ou une menace qui pèse aléatoirement sur d'autres personnes que vous-même. Si vous-même vous êtes victime de harcèlement, ce n'est pas cette procédure que vous devez utiliser. Par contre, si vous êtes témoin de harcèlement, vous pouvez être lanceur d'alerte pour permettre la protection de la personne qui est victime du harcèlement. Ainsi, on peut signaler, outre les petits arrangements entre amis qui permettent d'accorder des marchés publics, les excès de pouvoir d'une autorité hiérarchique,
ainsi que tout dérapage et violation du principe d'égalité. Ces excès de pouvoir peuvent revêtir bien des aspects qui vont donc de l'abus de biens publics au harcèlement du personnel. Il se peut que vous soyez témoin de comportements que vous pensez illégaux dans votre service ou votre établissement et que cela vous choque, voire que cela vous ronge. Alors voici quelques petits conseils pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Avant toute chose, il faut vous assurer que ce que vous constatez est bien illégal, car immoralité et illégalité ne vont pas nécessairement de pair. Bien des actions qu'on pourrait juger immorales sont tout à fait légales. Ensuite, peut-être n'êtes-vous pas seul à très mal vivre ce que vous constatez au quotidien dans votre service ou votre établissement. Il se peut qu'autour de vous, d'autres collègues ressentent le même malaise et pour les mêmes raisons. Si tel est le cas, coordonnez-vous. La discrétion doit rester de mise tant que votre dossier n'est pas totalement ficelé. Une fois que vous avez tous les éléments, que vous sentez que votre dossier est mûr, qu'il est cohérent, eh bien, soit vous faites cavalier seul, et dans ce cas-là, vous portez l'affaire devant les autorités compétentes. N'oubliez pas d'indiquer que votre signalement se fait sous le régime des lanceurs d'alerte. Cette précision est importante, car elle vous protège, même en cas de divulgation de votre identité. Cela rend la personne responsable de la rupture d'anonymat condamnable devant la loi, mais cela vous protège également en cas de procédure de rétorsion. Dans tous les cas, si vous avez un doute, saisissez votre représentant syndical pour qu'un juriste de votre centrale analyse la situation. Car en effet, vous n'êtes pas obligé de faire les choses directement. Les syndicats sont normalement destinés à vous accompagner et jouer le rôle de facilitateur. Les syndicats sont destinés à œuvrer pour le respect de la loi et de la réglementation. Leur objet social doit régulièrement viser à l'amélioration du bien-être collectif et social. Dès lors, ils ont vocation à vous épauler lors du lancement de l'alerte. Il n'est malheureusement pas rare que le clientélisme, la corruption soient instillés par nos élites au sein de toute notre chaîne de décision. La restauration de l'égalité entre tous les agents, l'égalité entre tous les usagers face aux décisions de l'administration, contribue alors clairement à l'amélioration de ce bien-être collectif et social. N'oubliez pas que votre syndicat, quel qu'il soit, a le devoir de vous assister dans toutes les démarches que vous entreprenez pour améliorer vos conditions de travail. Souvenez-vous que cette loi qui protège les lanceurs d'alerte est à vocation vertueuse. Elle vise à faire en sorte que ceux qui se croient intouchables et au-dessus des lois soient rattrapés par leurs actes devant la justice. Elle doit permettre d'éviter que notre administration ne soit un instrument au service de quelques-uns. En notre qualité d'agent public, nous avons le devoir de servir le pays et les Polynésiens sans aucune discrimination, d'aucune forme. N'oubliez pas cette parole d'Edmund Burke, le mal triomphe toujours grâce à l'inaction des gens de bien. Alors soyez quelqu'un de bien, ne restez pas inactif. Les longues mandatures ont tendance à donner à certains un sentiment naturel de droits et de privilèges, au point de leur faire oublier leurs obligations et leurs devoirs. Nous devons donc nous montrer vigilants sur le fait que cette neutralité de notre administration demeure et ne favorise pas les uns au motif qu'ils ont des liens avec les décideurs politiques. Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition pour tout problème que vous pourriez rencontrer, que vous soyez affilié ou non à notre centrale.